On se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu différent d'habitude. L'objectif ce sera pas de faire une colle, mais de comprendre le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Si vous êtes en maths approfondie en prépa ECG, ce n'est effectivement pas une notion au programme directement, c'est pas un procédé qui est exigible, mais il arrive qu'il tombe dans des exercices d'oraux, et d'ailleurs, puisqu'il ne demande aucune nouvelle notion par rapport à celles qui sont au programme, c'est simplement un exercice d'application. Et donc ça vaut le coup de connaître cette méthode et de bien la comprendre, et ça va être l'objectif aujourd'hui. Pour ça, je vous ai préparé un exercice avec 3 questions. On va commencer par la théorie, puis on va voir un exemple pratique d'application du procédé de Gram-Schmidt, et enfin on verra comment est-ce qu'on peut utiliser ces notions-là en Python, parce qu'avec les oraux d'HEC en 2024, on a vu qu'il y avait du Python dans absolument chacune des planches, et donc ça va être très important de maîtriser ces notions-là. Vous avez le sujet dans la description au format PDF comme d'habitude. Je vous propose d'y réfléchir et on se retrouve juste après pour faire la correction. Dans cette première question, ce qu'on montre, c'est une propriété qui est dans votre cours. Ce qu'on va essayer de faire, c'est prouver que tout espace vectoriel euclidien admet une base orthonormée en réalité. Pour ça, on va travailler sur l'espace vectoriel F. On prend une base quelconque de F, U1 jusqu'à UJ, et on va essayer de transformer cette base-là en une base orthonormée. Pour ça, on va y aller pas à pas, et on va commencer par créer un vecteur E1, qui sera notre premier vecteur de notre base orthonormée. Pour ça, on part de U1 et on le normalise. On pose E1 égale U1 sur norme de U1. Parce que, je vous le rappelle, une fois que j'ai posé U1 sur norme de U1, je peux vérifier très facilement que la norme de E1 vaut bien 1. Ensuite, on va construire E2. Et E2, qu'est-ce qu'on veut? Je vous le rappelle, on veut construire une base orthonormée, donc il faut que E2 soit orthogonale au vecteur E1 et soit de norme 1. On a donc 2 étapes. Pour la première étape, on va poser V2. V2, on va le construire comme un vecteur orthogonal à U1. Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on part de U2 et on va noter V2 égale U2 moins la projection orthogonale de U2 sur le vecteur de E1. Et ça, vous pouvez le réécrire de 2 manières différentes. Vous savez que d'après la formule de la projection orthogonale, c'est U2 moins le produit scalaire de E1 U2 fois E1. Ou aussi, vous pouvez l'écrire comme la projection orthogonale de U2 sur le vecteur de E1 orthogonal. La première expression appartient au vecteur de U1 U2, la deuxième expression vous dit que votre vecteur V2 appartient au vecteur de E1 orthogonal. Je pose ensuite, c'est ma deuxième étape, E2 finalement, qui est simplement V2 sur norme de V2. Je normalise pour avoir ma base orthonormée. J'ai donc bien E2 qui est de norme 1, E1 scalaire E2 qui est égal à 0, puisque je vous rappelle que V2 et donc E2 appartient au vecteur de E1 orthogonal, et je sais aussi que le vecteur de E1 E2, c'est le vecteur de U1 U2. Et en fait, on va faire la même chose au fur et à mesure, et en changeant simplement la projection orthogonale. Supposez maintenant que E1 jusqu'à EK-1 ait déjà été construit. On va pareil faire en 2 temps, construire un vecteur VK en partant de UK qui est orthogonal à tous les vecteurs précédents. Et ensuite, on va le normaliser. Pour ça, je pose quoi? Je pose VK qui est égal à UK moins la projection orthogonale de UK sur le vecteur de E1 jusqu'à EK-1. D'après ma formule de cours, c'est UK moins la somme pour i allant de 1 à k-1 des produits scalaires EI-UK fois EI. Et ça appartient au vecteur de U1-UK. Je peux aussi l'écrire différemment, je sais que ça c'est la projection orthogonale de UK sur le vecteur de E1 jusqu'à EK-1 orthogonal. Donc ça appartient au vecteur de E1, EK-1 orthogonal. Je normalise mon vecteur VK, EK égale VK sur norme de VK, et j'ai donc un vecteur EK qui est de norme 1, tel que pour tout i appartenant à 1, K-1, le produit scalaire entre EK et EI, ça vaut 0, puisque je vous rappelle que EK appartient à l'orthogonale du vecteur de E1 jusqu'à EK-1, et je sais aussi que le vecteur de E1EK, c'est le vecteur de U1UK. Et ainsi, en construisant étape par étape notre base, on arrive à dire que E1EJ, qu'on construit de cette manière-là, est bien une base orthonormée de F. Maintenant que la théorie est posée, on peut passer à la question 2 qui nous donne un espace vectoriel F
défini comme le vect de 1, 1, 1 et 1, moins 1, 2. Alors on va noter U1 le vecteur 1, 1, 1 et U2 le vecteur 1, moins 1, 2. Il est facile de vérifier que la famille U1, U2 est une base de F. Elle est de cardinal 2 et les vecteurs forment une famille libre. On va vérifier que par hasard, l'énoncé ne nous a pas déjà donné une BON. Bon, on va regarder si les vecteurs sont orthogonaux. Le produit scalaire U1, U2, il vaut 1, moins 1 plus 2, c'est-à-dire 2. Donc on n'a pas une BON, on va devoir travailler et on va pouvoir mettre en application la question 1. Pour ça, on fait exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure, le même procédé. On va poser E1, qui est la simple normalisation du vecteur U1. E1 égale U1 sur norme de U1. Et donc, on calcule la norme de U1, c'est racine de 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 3, et donc E1 égale 1 sur racine de 3 fois U1. Maintenant qu'on a le vecteur E1, on veut construire le vecteur E2. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on part de U2 et on essaye de le rendre orthogonal à E1, à U1, ça revient au même. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose V2, qui est U2 moins la projection orthogonale de U2 sur le vect de E1. Vous savez que ça appartient au vect de E1 orthogonal. On peut réécrire ça U2 moins produit scalaire de U2E1 fois E1. Je remplace E1 par ce que c'est-à-dire 1 sur racine de 3 U1, ce qui me permet de réécrire V2 comme U2 moins 1 sur racine de 3 fois U2 scalaire U1 fois U1 sur racine de 3. Je simplifie, c'est U2 moins 2 sur 3 U1, ce qui appartient bien au vect de U1 U2. Je le calcule, c'est 1 sur 3 fois 1 moins 5, 4. Et donc ce vecteur V2, par construction, comme la projection orthogonale sur le vect de E1 orthogonal, il est orthogonal à E1, il est orthogonal à U1. Et donc, on n'a plus qu'à poser E2, qui est V2 sur norme de V2, c'est-à-dire 1 sur 3 fois 1 moins 5, 4 sur la norme de ce même vecteur. Les 1 tiers qui sont au numérateur et au dénominateur se simplifient. J'ai plus qu'à calculer la norme du vecteur 1 moins 5, 4, qui est racine de 42, et j'ai donc E2 qui vaut 1 sur racine de 42, 1 moins 5, 4. Et la famille formée par les vecteurs E1 et E2 est donc bien une BON de F. Pour le Python, je vous propose le code suivant. Je ne vais pas plus le détailler que ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je voudrais juste attirer votre attention sur un point, qui est la gestion par la bibliothèque NumPy des transposés et des np.dot. En réalité, comme ici, tout ce qu'on donne comme argument, ce sont des vecteurs de taille 1, des vecteurs colonnes ou des vecteurs listes. Quand vous faites np.dot en Python, c'est interprété tout simplement comme le produit scalaire et pas comme un produit matriciel. C'est pourquoi j'ai pas besoin ici de remplacer mes x par un np.transpose x ou mon v par un np.transpose v. Vous pouvez le faire, mais ça revient exactement au même, donc c'est inutile, donc je ne le mets pas. Mais ça marcherait. On en a donc fini avec Graham Schmidt et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.